Oui, bonjour à Bonjour, tous. Pascal Pourcault et Mado Diakité. Je suis Pascal Pourcault. Je vais commencer cette formation, présentation sur les convertisseurs d'énergie dédiés entre autres au Smart Grid. Et Amadou prendra la suite pour une moitié de la présentation sur des parties plus techniques. Donc, on va d'abord regarder un petit peu le contexte de l'évolution des réseaux. Si tu peux mettre le folio suivant. On se retrouve en fait dans une période de transition énergétique qui est liée au déploiement des énergies renouvelables qui viennent répondre aux enjeux climatiques et qui s'accompagnent de mise en place de systèmes de stockage d'énergie pour pallier au fait de la non-linéarité et de la production des énergies renouvelables. Donc si on regarde sur le folio suivant, on voit que les réseaux traditionnels tels qu'on les connaissait en France, par exemple, avec une centrale nucléaire qui produisait massivement d'énergie et une distribution unidirectionnelle avec différents niveaux de tension jusqu'au consommateur, est en train progressivement d'évoluer vers un réseau plus compliqué avec des producteurs et entre autres les énergies renouvelables, solaires, éoliennes ou autres, qui viennent se greffer sur le réseau électrique et qui viennent s'associer avec des systèmes de stockage batterie qui peuvent être soit positionnés à proximité des producteurs, voire même chez les consommateurs, et qui créent des réseaux beaucoup plus complexes avec des transits de l'énergie qui peuvent être bidirectionnels et avec beaucoup plus de difficultés pour l'administrateur du réseau pour pouvoir gérer cette complexité et cette diversité. Donc, si tu veux aller au folio suivant. Donc, les administrateurs de réseau, ils ont des challenges. Le premier challenge, c'est lié aux renouvelables. Les énergies ne sont pas permanentes. Le vent ne souffle pas tous les jours. Le soleil sèche la journée. Et donc, il faut adjoindre des systèmes de stockage et pour toujours être en adéquation entre la production et la consommation. Donc, c'est là où on commence à parler de smart grid, c'est qu'en fait, à différents étages du réseau, on va rajouter des convertisseurs et des systèmes de gestion de la puissance et de l'énergie intelligents qui vont permettre d'optimiser la gestion du réseau pour minimiser les pertes et pour augmenter le rendement global de l'installation. Si tu peux passer au folio suivant. Donc, on parle de smart grid, alors c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Il est beaucoup utilisé sur des petits réseaux autonomes sur lesquels on fait du mix énergétique, mais en fait c'est de plus en plus à la taille complète du réseau qu'on est obligé de déployer des fonctions intelligentes pour associer les différents systèmes pour une partie bidirectionnelle et pour pouvoir gérer l'arrivée de l'éolien, du solaire, l'hydroélectricité, tout ça avec des systèmes de stockage. Les plus connus sont les batteries, mais il y a l'hydrogène qui arrive. Et donc le smart grid, le réseau intelligent, va devoir associer toutes ces formes de production avec toutes les contraintes du côté bidirectionnel, tout en assurant une sécurité au réseau. Donc c'est ce qu'on va un petit peu détailler en regardant comment nos produits permettent d'intégrer ces évolutions de réseau, et on va voir un petit peu plus dans le détail. Donc si tu peux prendre le folio suivant. Donc aujourd'hui, il y a un point qui est très important à prendre en considération, c'est que pour que l'administrateur du réseau puisse intégrer différentes sources de production, solaire, éolien ou système de stockage, en fait, il est obligé d'imposer à ces différents producteurs des comportements sur le réseau. C'est ce qu'on appelle les grid codes, donc qui vont définir comment va réagir le convertisseur pendant les évolutions rapides du réseau, les évolutions de tension, les évolutions de fréquence. Qu'est-ce que fait le convertisseur? Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il produit de l'actif ou du réactif? Donc il y a toute une codification des comportements du convertisseur, que ce soit celui de l'éolienne, de l'onduleur solaire ou voire du système de stockage,
qui va être à respecter, et ça va être une des fonctions importantes du convertisseur et donc de nos produits, d'intégrer ce qu'on appelle ces grilles de code pour pouvoir assurer la pérennité du réseau et obtenir l'autorisation de connecter sur le réseau des administrateurs de réseau. Je peux passer au folio suivant. Alors, dans FOSS, on est fabricant de variateurs de vitesse historiquement et de convertisseurs d'énergie. Et dans le domaine de la conversion d'énergie, on travaille presque depuis les années 2000 dans différents applicatifs qu'on peut classer en deux grandes familles. La conversion d'énergie qui récupère l'énergie de machines tournantes. Donc on voit l'éolien, on voit la centrale hydroélectrique, on voit une hydrolienne, voire même des systèmes un petit peu différents, mais qui mettent aussi en œuvre une machine tournante, un alternateur, une génératrice comme la géothermie ou le stockage par air comprimé, où là, le but du convertisseur va être de prendre cette énergie alternative, la convertir en tension continue, pour pouvoir à nouveau la reconvertir en une tension alternative fixe, qui est celle du réseau, pour injecter l'énergie prise sur la machine tournante sur le réseau. Donc notre travail, c'est de fabriquer ces deux convertisseurs, AC-DC et DC-AC, et les filtres associés avec tous les softwares qui permettront de gérer les différentes exigences ou fonctions logicielles nécessaires. Pour une éolienne, on n'aura pas les mêmes fonctions que pour une centrale hydroélectrique. Donc il y a des fonctions particulières qui sont aussi développées pour les différents métiers. Après, on va trouver une deuxième famille de convertisseurs où on va partir directement d'une tension DC pour l'injecter sur le réseau. Donc on appelle ça un onduleur. Nous, on appelle ça dans notre jargon un AFE, un redresseur actif, AFE Active Front-End, dont le but va être de prendre une tension DC variable qui est issue soit d'un panneau photovoltaïque, soit d'une batterie, soit d'une pile à combustible éventuellement, et de l'énergie DC sur le réseau de manière synchronisée, ou de créer un réseau si le système solaire ou la batterie est créateur du réseau en mode îloté. Après, on a des configurations qui peuvent un petit peu associer les deux. Dans le cas de la pile à combustible, sur des petites piles à combustible, les tensions DC étant relativement basses, on ne peut pas faire une conversion directement de la tension DC basse jusqu'à une tension AC réseau. Donc on passe par un étage DC-DC intermédiaire où on réélève la tension DC issue de la pile à combustible, fuel cell, et après, de même manière que dans les autres cas, un convertisseur DC-AC qui synchronise et qui permet de transmettre l'énergie du DC vers le réseau AC. Voilà les différents cas de figure sur lesquels on travaille et pour lesquels on fournit des convertisseurs. Je vais aller au folio suivant. Je vais te laisser, alors, dans grand nombre de ces applications, on utilise des systèmes de stockage d'énergie. Madou va vous détailler un petit peu les différentes possibilités de ces systèmes de stockage d'énergie. Oui. Donc bonjour à tous. Donc le plus connu et ce qu'on fait le plus souvent aujourd'hui, c'est le report de production. Donc report de production, c'est ce que vous avez comme image en haut à droite. Donc typiquement l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques. Donc on a le pic de consommation, le pic de fourniture qui est au milieu de la journée, mais comme c'est mal fait, c'est le moment où il y en a le moins besoin généralement. Et donc le fait de pouvoir stocker cette énergie permet de la réutiliser le soir et le matin, et donc c'est ce qu'on appelle le report de production. Donc prendre un surplus d'énergie, le stocker pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc on va pouvoir également faire avec tout ce qui est stockage d'énergie, tout ce qui est effacement des pointes. Donc effacement des pointes, ça va consister, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais ça va consister à effacer, donc comme le nom l'indique, tous les pics de puissance, et donc de fournir ces pics de puissance par la batterie, et ensuite de pouvoir recharger la batterie une fois que la demande est moins importante. On va avoir également tout ce qui est stabilisation du réseau, donc qui est proche des grilles de code, donc à savoir tout ce qui va être qualité de réseau,
injection de puissance active, injection de puissance réactive, pour maintenir en fait la fréquence du réseau et la tension du réseau à la bonne valeur. Donc ça va être tout ce qui est service réseau qu'on va pouvoir faire également avec un système batterie. Donc on a également la puissance secourue ou la qualité du réseau, la puissance secourue, où donc là on va plus se comporter comme un UPS forte puissance, si je puis dire, où on va être capable, dans le cas d'un microgrid par exemple, de pallier à une défaillance du réseau force, donc une défaillance du réseau EDF par exemple en cas de coupure ou de micro-coupure, et donc de maintenir alimenter le réseau. Donc c'est assez intéressant, ou ça peut être intéressant pour certaines industries qui sont en process continu par exemple, ou qui ont certaines machines stratégiques, et qui en cas de coupure réseau peuvent être amenés à avoir plusieurs heures de redémarrage. Donc là, en utilisant cette fonctionnalité de UPS forte puissance, on est capable de maintenir sous tension et donc fonctionnelle, gérer cette machine qui serait indispensable au process et qui serait compliquée à redémarrer, et donc de l'arrêter dans des conditions optimum pour pouvoir la redémarrer dans la demi-heure au lieu de 4-5 heures si elle était arrêtée dans une configuration non connue. Donc voilà l'ensemble des fonctionnalités qu'on est capable de faire aujourd'hui avec donc les grid converteurs. Donc pour l'effacement des pointes, aujourd'hui, la pratique, et c'est ce qui a toujours été fait, c'était de dimensionner en fait la source pour la puissance max. Donc lorsque vous avez besoin d'une puissance max que pendant quelques minutes sur un process ou quelques dizaines de minutes par jour, l'ensemble de l'usine ou l'ensemble de la source est configuré pour cette Pmax. Aujourd'hui, le fait d'avoir du stockage d'énergie permet de pouvoir réduire l'infrastructure et donc de pouvoir réduire la taille de la source d'énergie, de pouvoir réduire tout ce qui en suit, à savoir le câblage, les protections, et d'adjoindre et donc d'ajouter un stockage d'énergie qui permet lui de fournir la pointe pendant les quelques dizaines de minutes, quelques heures où vous avez besoin dans la journée, et donc le reste du temps de recharger la batterie et d'attendre la prochaine pointe. Donc ça permet d'avoir des coûts d'infrastructure qui soient moindres, voire dans les cas d'extension de puissance, ça peut être quelque chose de très intéressant, plutôt que de retirer une source HTA ou faire un nouveau TGBT. Une des solutions actuelles, c'est de pouvoir je dirais, augmenter la taille, la puissance au niveau du transformateur, donc de base, et de tout ce qui est effacement des points, donc tu pourras le faire avec des batteries. Donc ça permet d'optimiser les infrastructures et les réseaux et du dimensionnement, et donc avoir un impact coût non négligeable. Donc le convertisseur qu'on va utiliser pour ces applications, c'est donc le grid converter. Donc le grid converter donc de la gamme Vacon, donc permet une large gamme de convertisseurs. Donc avec des applications métiers, puisqu'on va avoir des applications comme Pascal a pu vous le montrer précédemment, des applications où on va faire du contrôle moteur ou contrôle génératrice, des applications où on va être connecté réseau, donc sur un réseau force, des applications où on va être capable de faire des réseaux IoT, ou des applications où on fait de la conversion DC-DC. Donc un point important que Pascal a déjà évoqué, c'est la conformité à un grand nombre de grid codes. Donc Danfoss, c'est une société mondiale, donc on a des grid codes qui sont différents en Amérique du Nord, par exemple, et donc pour pouvoir connecter les convertisseurs sur ces réseaux qui ont des fréquences différentes et des besoins différents en service réseau, on va être amené à certifier les convertisseurs donc avec ce fameux grid code. Donc je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure pour vous expliquer à quoi consiste le grid code. Et donc on a également des certifications à fournir aux fournisseurs du réseau pour valider que notre convertisseur répondra bien en cas d'urgence à ce qui est demandé par le réseau.
Un point essentiel également dans tout ce qui est Smart Grid, c'est les modèles de simulation qu'on va détailler un peu plus tard. Et on a également un certain nombre de manuels dédiés aux applicatifs qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender les fonctionnalités des différents convertisseurs. Donc le convertisseur, comme on l'a expliqué, donc, permet de transformer des sources d'énergie en machines tournantes, donc éolien, hydroélectricité pour les machines tournantes, et également du donc solaire et stockage d'énergie. Donc là, on va directement sur les DC, en ayant donc des conformités à ces grid code, des conformités à ces normes, et donc et en exécutant donc tout ce qui est service réseau. Donc les services réseau, ça va être une régulation, possibilité de régulation de tension au point d'injection, possibilité de régulation de fréquence. Donc soit en fournissant de l'énergie des batteries, soit en récupérant l'énergie sur le réseau, donc pour maintenir une fréquence qui soit stable. Les simulations d'inertie, donc pour pouvoir faire une réserve primaire. Et également une tenue au comportement sous tension en cas de baisse de la tension réseau, donc de pouvoir rester connecté et donc pouvoir maintenir la fourniture d'énergie malgré les défaillances ou les fluctuations du réseau. Donc pour ce faire, on a une gamme de convertisseurs refroidis liquide ou refroidis air qui peuvent être intégrés donc en armoire par des systèmes intégrateurs, des gammes également qui sont directement fournies je dirais en armoire. Et un des avantages de cette gamme, c'est que du plus petit convertisseur, donc de 1 kW jusqu'au plus gros unitaire qui fait 2 MW, on a exactement la même carte de contrôle et la même interface. Donc ça signifie que dans ces marchés-là, pour pouvoir, je dirais, faire des démonstrateurs donc à plus petites échelles et donc démontrer des fonctionnements ou valider des comportements, on est capable de fournir des convertisseurs de quelques kilowatts ou quelques dizaines de kilowatts pour valider un fonctionnel ou un concept. Et donc le fait d'avoir cette flexibilité sur la gamme NXEP, donc les grid converteurs, nous a permis donc de nous développer de façon importante en validant ou certifiant et en faisant que les systèmes intégrateurs ou les clients puissent valider le fonctionnel de l'ensemble à une puissance réduite avant de passer sur des large scale, donc de passer sur des centaines de kilowatts, voire des mégawatts. Donc, un des points importants qui a fait notre succès, qui fait notre succès aujourd'hui dans le domaine des smart grids, c'est la flexibilité du convertisseur. Parce que, mis à part le NFE que vous avez en haut à droite, l'ensemble des convertisseurs qui sont indiqués ont exactement le même hardware. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est le soft qu'on va injecter dans la carte de contrôle. Et donc en changeant le soft de la carte de contrôle, donc on va passer d'un générateur à un onduleur moteur, d'un onduleur moteur à un hacheur de freinage, d'un hacheur de freinage à un convertisseur DC-DC, d'un convertisseur DC-DC à un redresseur AFE, et d'un redresseur AFE à un grid converteur. Donc en bas à gauche, vous avez le DC Guard. DC Guard, c'est également le même hardware, mais c'est un convertisseur, c'est plus qu'un convertisseur, c'est un système de protection, donc qui est pour des systèmes en DC et donc qui permet d'avoir des temps d'ouverture certifiés d'une collection DC et donc d'avoir de la sélectivité possible sur un DC bus. Donc bien sûr les filtres en fonction des applications vont être différentes, mais le hardware, le module de puissance que l'on va fournir va être exactement le même. Ce qui est intéressant pour la partie maintenance, puisque ayant plusieurs convertisseurs, même avec des fonctionnalités différentes, un seul hardware pourra aller en lieu et place de n'importe lequel. Et ce qui est très intéressant également, c'est en termes de fonctionnalité ou de mix énergétique, puisque lorsqu'on va être sur des
applications avec des mix énergétiques qui intègrent plusieurs types de convertisseurs, ce sera toujours le même hardware, la même interface, le même moyen de communiquer, le même outil PC. Et donc ça, c'est très appréciable par les systèmes intégrateurs. Par exemple, chez certains de nos compétiteurs, le grid converter, ça va être un produit par une usine avec son mode de contrôle, son logiciel. L'AFE va être produit par une autre usine du même groupe, mais qui n'a rien d'équivalent. Un DC-DC, ça va être également une autre usine du groupe. Donc un des points forts que nous avons sur la gamme, c'est que vous avez toujours les mêmes interlocuteurs, la même usine de fabrication, les mêmes interlocuteurs R&D également si besoin. Les modèles sont faits également par la même usine. Et donc j'insiste sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour pouvoir faire des réseaux et des mix énergétiques avec différents types de convertisseurs. Donc sur les grid codes, aujourd'hui nous avons les différentes certifications. Donc tous les pays qui sont indiqués en rouge sont les pays où nous avons la certification de grid code. Donc il y a essentiellement l'Europe et donc l'Amérique du Nord ainsi que l'Australie. Et donc vous avez la possibilité donc de pouvoir vous raccorder dans tous ces pays. Il y a quelques particularités, mais qui vont s'estomper petit à petit. Typiquement, sur certains grid codes, il n'y a que les refroidis eau qui sont certifiés, mais la certification est en cours pour avoir l'ensemble de la gamme aussi bien refroidi air que refroidi eau. Et de la même manière sur la régulation, donc la sécurité, on a l'ensemble des certifications pour pouvoir se connecter donc sur l'UL 1741 donc Amérique du Nord et les UEC donc pour l'Europe et l'Australie. Donc lorsqu'on parle de grid code, on parle de fonctionnalités et de fonctions et de services au réseau. Donc lorsqu'on parle de smart grid, on va parler premièrement de la qualité du réseau. Donc on a des convertisseurs donc active front-end avec un taux de distorsion harmonique donc inférieur à 5% qui permet de se connecter sur n'importe quel réseau et de garantir qu'on a un taux de distorsion harmonique qui soit conforme à ce que demande le fournisseur du réseau. On a également des tensions et des fréquences réseau qui peuvent varier en fonction des pays, où en Europe on va être sur du 50 Hz 400 volts, on peut être sur du 440 volts 60 Hz par exemple en Amérique du Nord. Et donc les grid converteurs ont les certifications pour pouvoir se connecter sur ces deux types de réseaux par exemple et bien d'autres. Si demain il y avait d'autres types de réseaux, on sait adapter les paramétrages des grid converteurs pour pouvoir se raccorder sur ces réseaux. On va avoir également tout ce qui est support au réseau donc en statique. Donc avec un contrôle de puissance active. Donc contrôle de puissance active, donc typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'était le report de production. Donc sur le report de production, on va pouvoir contrôler la puissance active, donc récupérer l'énergie quand il y a trop de soleil et fournir l'énergie active quand il n'y a pas assez de soleil, par exemple, et donc pour pouvoir continuer à alimenter les charges. Donc contrôle de la puissance réactive également, qui est important pour pouvoir maintenir la stabilité en tension du réseau et donc d'avoir toujours une qualité des réseaux, donc en fréquence et en tension, qui soit la meilleure possible. On a également tout ce qui est support dynamique. Donc support dynamique, là on va rentrer directement dans la grid code, où en cas de défaillance du réseau, donc sur une sous-tension ou sur une surtension, on a des paramétrages dans le grid converteur qui permettent de réagir et donc de soutenir le réseau lorsque il y a un court-circuit par exemple sur le réseau et que le convertisseur va injecter du réactif sur la ligne et donc du courant capacitif pour pouvoir maintenir la tension du réseau. Et de la même manière, lorsqu'on va avoir une surtension sur le réseau, à l'inverse, il va venir absorber du réactif et donc absorber de l'inductif pour maintenir la tension du réseau dans des plages acceptables. Donc on a bien sûr également tout ce qui est déconnexion immédiate, donc le anti-island. Donc lorsqu'on est sur des énergies renouvelables, le but, s'il y a une défaillance du réseau, lorsqu'on sort des critères du grid code, il faut pouvoir
s'effacer du réseau et donc ne pas maintenir la tension du réseau. Et on a également bien sûr ces fonctionnalités qui sont intégrées dedans. Les résistances et perturbations au déséquilibre, puisqu'on est sur de la conversion, on est relativement immune à tout ce qui est perturbation et déséquilibre et tout ce qui peut être également résonance ou ce genre de choses. Et donc on a sur l'ensemble de ces fonctionnalités, donc la modularité et l'adaptabilité, puisqu'on on fait de la programmation, donc du paramétrage, pardon, plutôt que la programmation, et en fonction de ce qu'on souhaite faire et des impositions qui sont données, on peut modifier les paramètres pour changer l'ensemble des fonctions, adapter la valeur de tension en sous-tension, adapter les valeurs en surtension, adapter les plages de fréquences acceptables ou non acceptables. Donc ça reste un soft qui est ouvert et qui permet de s'adapter, donc comme je le disais précédemment, à toutes les topologies et tous les réseaux qui peuvent exister sur la planète. Lorsqu'on est sur des convertisseurs AFE, donc sur des convertisseurs AFE, donc grid converter, on va avoir, je dirais, 3 modes de fonctionnement. On va avoir un mode de fonctionnement connecté réseau. Donc ce mode de fonctionnement connecté réseau, c'est ce qu'on va avoir lorsqu'on est sur des applications éoliennes ou des applications hydroliennes, où donc là on va être toujours connecté sur les réseaux force. Et donc en étant toujours connecté sur le réseau force, le but étant de réguler la tension du bus continu. Toute l'énergie qui vient de la machine arrive via le penduleur sur le bus continu. Et le but de l'AFE, donc, c'est de maintenir la tension du bus continu, donc de renvoyer l'énergie sur le réseau AC. Et ce mode de fonctionnement, donc c'est uniquement un mode de fonctionnement côté réseau, connecté réseau, pardon. Et donc le but c'est de transférer l'énergie sur ce réseau. Ensuite, on va avoir un réseau qui va avoir un réseau hybride. Donc ce réseau hybride va permettre de fonctionner également avec un réseau, mais de pouvoir fonctionner également en réseau îloté, donc de pouvoir s'associer avec d'autres sources d'énergie. Donc par exemple pour faire un réseau îloté, et donc d'avoir des batteries avec un grid converteur, avec des panneaux solaires, avec un groupe électrogène, avec de l'hydroélectricité, et donc un mix énergétique, donc qui soit sur un bus AC, donc un mix énergétique avec des fonctions de statisme en fréquence, statisme en tension, pour pouvoir faire le partage de charge entre l'ensemble des producteurs d'énergie, ou la possibilité de piloter directement par un PMS, donc un Power Management System, donc qui est l'étage supérieur, pour pouvoir faire de la priorisation d'énergie. Et donc, lorsqu'on utilise ce mode de fonctionnement hybride, on a également des fonctions qui sont des fonctions d'émulation de groupes électrogènes, donc de pouvoir fonctionner de la même manière qu'un groupe, et également, bien sûr, des fonctions de injection de courant de court-circuit qui sont généralement les fonctions qui sont les plus complexes, puisque lorsqu'on est sur un réseau îloté, il faut être capable de fournir le courant en cas de défaillance du réseau pour pouvoir faire déclencher les protections et donc avoir de la sélectivité. Et donc généralement, c'est ce fuse burning ou cette injection de courant de court-circuit qui dimensionne le convertisseur, puisque ça va être le point le plus délicat à fournir. Pour fournir, on a un mode îloté, et donc contrairement au mode hybride, le mode hybride, on est en collaboration avec d'autres sources. Au mode îloté, on est convertisseur seul. Donc le convertisseur impose fréquence tension. Et donc le quantifie, la puissance active et la puissance réactive dépend des charges connectées sur le réseau. Et donc dans ce cas de figure-là également, vous avez le besoin d'injection de courant de court-circuit, donc pour pouvoir fournir ce courant de court-circuit et faire déclencher les protections. Donc voilà les 3 modes qu'on utilise généralement donc, sur ces grids converteurs qui permettent de faire l'ensemble des applications Smart Grid. Un point qui est très important également, ça va être tout ce qui est simulation, puisque aujourd'hui, lorsque vous adressez aux fournisseurs des réseaux, des gens comme Enedis, des gens comme EDF Renouvelable, ou EDF SEI dans les dom-tom, ou RTE géré au niveau HTB, ils ont la responsabilité de l'ensemble du réseau, donc de la fourniture
en énergie de l'ensemble de leur réseau. Et donc, ils doivent pouvoir simuler l'ensemble du réseau. Et pour pouvoir simuler l'ensemble du réseau, ils ont besoin généralement de deux modèles. Donc, ça va être les modèles transitoires, donc qui vont être les modèles EMT. Donc, aujourd'hui, on a des modèles transitoires en MATLAB et Simulink. On a également développé des modèles d'un fichier DLL donc qui prend en compte de convertisseur, et ce fichier DLL est importable par exemple sur un logiciel pardon, qui est EMTP et donc qui permet de pouvoir faire également des simulations sur EMTP, MATLAB, Simulink, donc en EMT. Ensuite, vous avez les modèles de simulation RMS qui est LoadFlow et donc là qui est disponible sur Dixieland Power Factory. Et on a également la possibilité d'avoir le modèle EMT, puisque vous avez un module EMT sur Dixieland Power Factory via ce fichier DLL que je vous ai parlé. Donc le modèle, lui, il inclut l'ensemble du convertisseur et filtre, donc avec des connexions DC, donc côté batterie, et des connexions AC côté réseau. Et donc il permet de simuler l'ensemble des modes de fonctionnement du convertisseur, puisqu'on va avoir l'ensemble des paramétrages équivalents à ce qu'il y a dans l'application Grid Converter, et donc de pouvoir simuler du mode connecté réseau, du mode island, du mode microgrid, des injections de courant de court-circuit, et donc l'ensemble des fonctionnalités du Grid Converter vont pouvoir être simulées, et donc pouvoir intégrer le grid converter dans une simulation plus vaste qui intégrait le réseau complet ou un réseau iloté. Donc là, sur ce folio, on va voir un petit peu où se positionne la fourniture d'Enphos Drive sur un système de stockage d'énergie complet. En fait, nous, on travaille en tant que spécialiste de la conversion d'énergie. On fournit des convertisseurs, donc soit en module, soit en armoire, à des intégrateurs du système complet, qui vont, eux, aller chercher une batterie qui est souvent équipée de son système de gestion, le BMS, le Battery Management System, qui gère la sécurité de la batterie et puis la charge des différents charges et décharges des différents éléments. Tout ça, c'est orchestré par un automate ou un PC industriel qui va gérer d'abord les fonctions de puissance. Donc, c'est ce qu'on appelle le PMS, le Power Management System, qui va à la fois surveiller et discuter avec le BMS d'un côté et piloter les convertisseurs en fonction des puissances à délivrer sur le réseau. Et ce PMS, lui, sera orchestré par un système qui va gérer l'énergie donc sur une durée de temps et qui va avoir les profils d'utilisation du système de stockage en fonction de la contrainte du projet et de l'utilisation. Si c'est un report de production ou d'autres, les phases de charge et décharge des batteries seront gérées dans le temps par l'EMS et tout le fonctionnement des convertisseurs seront gérés en instantané par le PMS. Donc Danfoss se positionne comme le spécialiste du système de conversion et de ce fait, on va apporter à nos clients, les intégrateurs, tous les outils, que ce soit hardware ou software, pour pouvoir gérer cette fonction de conversion de puissance. Je peux passer au folio suivant. Donc, notre approche fait que nous sommes indépendants du système de contrôle-commande. Alors, les systèmes MS, PMS peuvent être faits, comme je disais, à base d'automates ou de PC industriels. Ils sont communicants. Nos convertisseurs sont communicants également et on s'interface généralement par des bus de terrain industriels type Profibus, Profinet, Ethernet IP, Ethercat, Ethernet Modbus. Et donc, ceci nous rend le convertisseur indépendant du système de contrôle. Et après, on va être aussi indépendant du système de stockage, puisque comme on l'a vu, la conversion que l'on propose, elle peut permettre de faire de la charge et de la décharge batterie, mais aussi de pile à combustible. Et quelle que soit la batterie, on l'interfacera. On fera par contre attention aux plages de tension que l'on va devoir travailler.
pour les intégrateurs, on va aussi fournir tout un ensemble d'outils qui vont permettre aux intégrateurs de faire le design. Alors le design électrotechnique, hein, l'unifilaire de puissance, le choix des protections, mais aussi le design de contrôle-commande, c'est-à-dire que toutes les fonctions que Amadou vous a présentées, les différents modes de gestion de réseau, sont présents dans le convertisseur, mais doivent être activés par l'automatisme. Et donc nous, on forme les intégrateurs à une bonne maîtrise des différentes fonctions de nos convertisseurs pour qu'ils puissent designer le système complet intégrant les gestions rapides qui sont faites dans les convertisseurs. Je peux passer au folio suivant. Donc, sur ce marché de la conversion d'énergie, on va travailler comme partenaire aux intégrateurs, puisque nous, on ne fournira jamais le système complet, donc on sera un partenaire, on va le former pour qu'il maîtrise totalement nos produits, et on ne se trouvera jamais comme concurrent de l'intégrateur, parce que nous, on ne fait pas de système complet, et donc notre but, c'est de fidéliser l'intégrateur et de l'accompagner au mieux pour la réussite de ces projets. Donc, on va mettre à disposition notre savoir-faire et notre expérience. Comme je le disais, ça fait plus de 15 ou presque 20 ans qu'on fait de la conversion d'énergie et on a accumulé beaucoup d'expérience, entre autres, par exemple, dans le domaine de la marine pour tout ce qui est réseau îloté. Mais pas que, hein. Le solaire et la conversion d'énergie générale a une longue histoire chez Danfoss. Après, la particularité d'avoir une plateforme commune sur laquelle on va greffer différents softwares, c'est un intérêt aussi pour l'intégrateur, puisque par taille de boîtier, par taille de puissance convertisseur, une seule intégration à designer et puis une modularité dans le déploiement des architectures. Donc ça c'est intéressant. Après, nous ne fabriquons pas que des convertisseurs d'énergie. La base de ces convertisseurs sont utilisés en vitesse variable, donc on a une forte synergie. On est le deuxième producteur mondial de convertisseurs. Donc ça permet de mettre à disposition de nos clients intégrateurs des produits de grande série, fiabilisés, qui sont pérennes sur le marché. Et donc ça, c'est aussi un gage d'engagement longue durée d'une société leader dans son marché. Après, on a une approche qui peut aussi être ouverte, puisque dans nos convertisseurs, il peut être demandé par certains de nos clients d'ajouter des fonctions ou de les programmer par eux-mêmes. Donc il y a certains convertisseurs qui offrent la possibilité de développer du code et des fonctions supplémentaires qui n'auraient pas été pensées par nos bureaux d'ingénierie software. Et l'ensemble de ces convertisseurs, et on l'a beaucoup répété, mais c'est important et voire essentiel dans ce métier, sont certifiés pour répondre aux exigences des administrateurs de réseau et ont les certifications d'EDCODE. Je vais passer au folio suivant. Donc tout ça, ça apporte aux intégrateurs une capacité d'une meilleure maîtrise des coûts, puisque ce côté modulaire et ce côté je développe sur un petit système, je peux le répliquer sur un gros, ça permet d'avoir une approche de développement qui est rapide, c'est-à-dire qu'on profite de l'expérience du démonstrateur pour le mettre à grande échelle, voire à très grande échelle, puisqu'on peut faire un démonstrateur de 10 kW, faire un premier projet de stockage de 100 kVA, et puis demain un MVA ou plusieurs mises en parallèle. Donc ça donne une conception des systèmes assez facilitée et qui s'accompagne de tous les outils nécessaires aux intégrateurs pour pouvoir concevoir le système complet, comme les modèles. Et après, on a une redondance de nos architectures qui permet d'aller loin et d'offrir une modularité des architectures qui est très importante. Et donc tout ça va avoir aussi un impact sur le coût de développement de la solution complète et qui va le rendre compétitif par le fait que nos convertisseurs le sont, mais aussi qu'ils sont faciles à mettre en œuvre avec l'accompagnement qu'on va fournir à l'intégrateur. Donc après, je crois qu'on va parler de service. Alors, on a une approche qui s'appelle Drive Pro Service qui intègre le suivi
sur toute sa durée de vie des convertisseurs qu'on fournit sur le marché. Donc, on va pouvoir fournir de l'accompagnement à la mise en service dans le cadre du Drive Pro Startup. Et on va aussi pouvoir suivre le produit pendant son utilisation avec des fonctions de télémaintenance si elles sont demandées. On peut aussi faire des propositions de maintenance préventive, de pièces de rechange, voire d'extension de garantie, qui est souvent demandé dans les projets d'énergie où les clients finaux ont des attentes de pérennité de leurs installations fortes et ça s'accompagne beaucoup de projets avec des extensions de garantie relativement longues. Et après, ça va jusque la gestion de la fin de vie du produit, du rétrofit, de l'échange ou de la mise à jour s'il y a des fonctions software qui évoluent. Et quand on conçoit les nouveaux produits, ben on prend en compte l'historique de nos produits, puisqu'on maîtrise l'intégralité de nos produits, pour pouvoir prévoir aussi le revamping, le remplacement d'un produit par un produit de nouvelle génération. Donc, et ça, c'est une approche service qui est au droit de l'ensemble de nos fournitures. Donc, avec des process, des organisations, personnes, des centres de services, comme Antoine les a présentés aussi, qui nous accompagnent pour apporter tout le service autour des convertisseurs sur toute leur durée de vie. Ensuite, Amadou va vous présenter quelques cas d'applications qui ont été faits en France. Donc le premier, donc c'est dans le cas d'un hôpital, donc à Haïti, donc qui est une fonctionnalité donc support. C'est pas support, c'est plutôt de l'UPS forte puissance, comme j'ai indiqué tout à l'heure, donc alimentation secourue. Donc c'est un mix énergétique entre du solaire, de la batterie et du groupe électrogène. Et donc le but c'est de pouvoir soutenir donc le réseau de l'hôpital en cas de défaillance donc de l'alimentation venant du fournisseur d'électricité, et donc de pouvoir se faire avec du mix énergétique, donc du batterie plus PV, donc panneaux photovoltaïques. Et donc l'intérêt c'est d'avoir un coût d'électricité qui soit réduit, puisqu'on essaie de consommer le plus possible donc l'énergie solaire, le moins d'arrêt possible, puisque le fait d'avoir de la batterie permet de faire du report de production et donc de pouvoir utiliser le plus possible l'énergie solaire ou l'énergie qui a été stockée pendant le surplus de solaire. Et ça permet également donc l'amélioration accrue de l'alimentation et de la qualité d'air également, puisqu'en priorité, encore une fois, on va pouvoir utiliser le stockage et les énergies renouvelables. Donc le deuxième exemple, donc c'est un report de production, donc pour donc la Martinique, donc pour les zones non interconnectées, donc les dom-tom. Et donc c'était un stockage d'énergie de 3 MW qui était donc adjoint à un champ solaire donc de 4 MW crête. Et donc le but c'était donc de faire du report de production, mais également du support tension réseau, donc la régulation de la tension HTA, donc la régulation de la tension d'alimentation, et donc pour pouvoir être sûr que la tension d'alimentation reste bien dans les plages de tension qui sont prévues. Donc le but et les bénéfices, ça va être donc les coûts d'électricité réduits, donc avec le fait de pouvoir faire du solaire, baisse de CO2, donc fourniture de l'énergie solaire, et amélioration des qualités du réseau, donc avec tout ce qui est support tension réseau. Et donc ça rentre dans un plan plus global d'augmentation des énergies renouvelables dans les dom-tom, où il y a un plan qui est prévu à moyen terme pour pouvoir rendre 100% autonome en énergie renouvelable les dom-tom. Donc centrale hybride en Afrique, donc là c'est typiquement des réseaux élotés, donc c'est pouvoir amener l'électricité où il n'y en avait pas, typiquement parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure
pour amener l'électricité. Donc là, c'est l'électrification rurale. Donc association de groupes électrogènes avec des panneaux solaires et des batteries. Et donc le but, c'est d'amener encore une fois de l'électricité, donc le microgrid, donc amener l'électricité où il n'y en avait pas avant. Une alimentation à quai, donc qu'on a mis dans les smart grids puisqu'on utilise les mêmes convertisseurs. Et donc là, le but de cette alimentation à quai, donc qui est à Dunkerque, c'était d'alimenter les porte-containers qui arrivent à quai. Donc en gros, c'est une prise de quai qui permet aux porte-containers donc d'arrêter leur groupe lorsqu'ils sont à quai, de les connecter sur le réseau Enedis, donc en 20 kV 50 Hz, et donc de pouvoir faire du 60 Hz, c'est 6 kV côté porte-container pour alimenter l'ensemble des charges côté bateau. Et donc ça permet de supprimer la pollution liée au groupe électrogène qui tourne lorsque les bateaux sont à quai. Ça permet également une redondance, donc on a intégré plutôt une redondance puisque on a 4 convertisseurs en parallèle, donc en cas de défaillance d'un, on continue à fonctionner donc avec 6 MVA. Et donc aussi on est sur un libre choix d'automatisme puisque comme l'a indiqué Pascal, on est gérer indépendance bus de terrain, donc on a la possibilité de se raccorder sur n'importe quel bus de terrain géré libre du marché et donc de pouvoir avoir des systèmes complets. La production hydroélectrique, donc qui est un marché relativement important en France, où on a différents modes de contrôle. Donc on va avoir un mode de contrôle où on va être du lanceur pur, donc on a un aérateur de cadran où on va amener la génératrice à la vitesse de synchronisation du réseau et on a intégré au convertisseur donc l'équivalent d'un synchrocoupleur et donc on va venir coupler sur le réseau la génératrice donc en fréquence, en ayant la même fréquence, même tension et en angle sur le réseau. Donc on a la possibilité également d'utiliser les convertisseurs en lanceur mais également en compensation de réactifs, donc en STATCOM. Donc on utilise toujours encore une fois les mêmes convertisseurs, donc convertisseur AFE. Et sur ce convertisseur AFE, on a la possibilité de fonctionner en STATCOM, donc à savoir de fournir uniquement de l'énergie réactive et donc de pouvoir faire du support en tension au réseau ou de pouvoir permettre à des éoliennes, par exemple, qui n'auraient pas les capacités constructives de fournir ce que demande le fournisseur du réseau, de pouvoir le faire avec des convertisseurs, donc smart, des convertisseurs. Et donc on a le troisième mode, pardon, qui est la production d'hydroélectricité. Donc là où on peut directement être connecté donc via le convertisseur lorsqu'on en a besoin, et ensuite de bypasser le convertisseur pour connecter la génératrice directement sur le réseau. Et ensuite de continuer à fournir cette puissance réactive à le convertisseur. Donc c'est un mode hybride qu'on utilise également dans l'hydroélectricité. Donc le développement des applications en stockage d'énergie. Aujourd'hui, les deux principaux marchés qui utilisent déjà de façon importante le stockage d'énergie sont la marine et offshore et également tout ce qui est énergie. Mais étant présent dans le domaine industriel de façon importante, on a des demandes qui remontent et qui sont de plus en plus importantes sur un certain nombre d'applications qui sont aujourd'hui en vitesse variable et sur lesquelles on voit un intérêt à adjoindre donc du stockage d'énergie. Typiquement aujourd'hui on a des demandes sur tout ce qui est mouvements verticaux, donc crane et hoist, donc tout ce qui est portique, tout ce qui va être grue, levage, ascenseur. Donc il y a un intérêt à avoir du stockage d'énergie puisque ça permet de stocker l'énergie. La technologie permet de stocker l'énergie lorsqu'on est en phase récupération, quand la charge descend tout simplement, et de réutiliser cette énergie stockée lorsque la charge remonte, donc de faire des économies d'énergie et de prendre sur le réseau uniquement l'énergie dont on a besoin. Donc la vision à long terme de Danfoss, c'est que on va avoir de plus en plus de stockage d'énergie dans, bien sûr, tout ce qui est énergie marine et bateaux hybrides, ce qui existe déjà aujourd'hui, mais de plus en plus dans toutes les autres applications industrielles.
Pour finir, on a des pages web, donc où vous avez l'ensemble des informations concernant les smart grids et le grid converter, qui sont disponibles sur le site internet. Et on a également un certain nombre de vidéos sur la chaîne YouTube de Danfoss, où vous avez des vidéos qui sont simples, je dirais très très instructives, d'une dizaine de minutes, relativement simples à comprendre, sur des points particuliers. Donc par exemple, vous avez un point qui est par exemple les modes communs, donc qui vous explique à quoi consistent les modes communs. Vous avez le PMS peak shaving, donc l'effacement des pointes, comment on fait l'effacement des pointes, convertisseur DC-DC, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est hybridation, vous avez des vidéos donc faites par Radar qui permettent de comprendre, je dirais en une dizaine de minutes, les grands principes de fonctionnement. Et donc je vous invite fortement à aller visionner si vous êtes intéressé par le sujet, parce que c'est plutôt très bien fait et très, très, très pédagogique. On en a fini pour la présentation. Si vous avez des questions, ou s'il y a des questions, Antoine. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment à l'écrit. J'autorise l'ouverture des micros si jamais vous voulez les poser à l'oral, ou n'hésitez pas. Pas de questions? Bon, on a été clair, alors ça veut dire. Alors, quel est votre retour d'expérience sur l'entretien et le coût d'exploitation? Alors le retour d'expérience sur l'entretien et les coûts d'exploitation, je dirais que on est sur des composants, encore une fois, qui sont des composants de grande série qu'on utilise depuis des années dans la vitesse variable. Et donc les coûts d'entretien, si on parle par exemple d'un grid converteur ou des convertisseurs de la gamme NXP, on a des durées de vie aujourd'hui d'une quinzaine d'années. Donc on est capable de fournir les convertisseurs donc en 15 ans de durée de vie, donc dans des conditions bien sûr particulières, à pas à 50 degrés de température ambiante et à 100% de charge. Mais lorsqu'on est sur des taux de charge qui sont compatibles avec les smart grids, à savoir des fonctionnements moyens à moins de 80% de charge et des températures de l'ordre de 30 degrés ambiante, on a des durées de vie donc de 15 ans, pour la bonne et simple raison que l'élément d'usure qui fait la durée de vie la plupart du temps sur ce gros système, c'est les condensateurs électrolytiques qu'on a dans les convertisseurs, et ces condensateurs électrolytiques ont une durée de vie d'une quinzaine d'années lorsque sont utilisés dans des niveaux de charge donc inférieurs à 80% et des températures d'une trentaine de degrés. Concernant la maintenance, les seules pièces d'usure lorsqu'on est sur des refroidissements air, qui sont la plupart des systèmes qu'on fait, c'est les ventilateurs. Et sur ces ventilateurs, on a bien sûr en fonction de l'ambiance, mais généralement lorsqu'on est sur des smart grids, on est plutôt dans des ambiances tropicales, donc qui font qu'on est sur des systèmes qui sont dans des shelters climatisés. Et donc là, on a des remplacements de ventilateurs à prévoir tous les 7-8 ans. Donc ça veut dire un remplacement dans la durée de vie du produit, un remplacement des ventilateurs dans la durée de vie du produit. Après, lorsqu'on est sur des refroidissements liquides, on va avoir plus de maintenance, mais qui va être lié au fluide de refroidissement, où là, il y a des contrôles à faire sur, je dirais, la qualité de l'eau, vérifier que l'eau est toujours je dirais de bonne qualité, et surtout une vidange à faire généralement tous les 2 à 3 ans pour s'assurer d'être toujours dans les bonnes caractéristiques d'eau. Ok, merci. Pardon, si tu voulais rajouter... Non, c'était juste si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à contacter, ou si vous voulez compléter ou rebondir sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas non plus.
Ok, donc si vous avez d'autres questions, si jamais ces questions mûrissent dans les heures ou jours à venir, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir d'y répondre. En tête de présentation, vous avez nos adresses mail, et donc vous pouvez nous joindre directement, il n'y a aucun problème. Voilà, présentation que vous recevrez. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la session de ce matin ici. Pour rappel, cet après-midi, on a une formation donc sur l'utilisation du logiciel de simulation harmonique MCT 31. Voilà, et ce sera tout pour cette semaine. Merci Amadou et merci Pascal pour la présentation. D'ici là, portez-vous bien, toutes et tous, et au plaisir de vous avoir à nouveau en formation. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.